Et salut, on se retrouve aujourd'hui pour un point marché, analyse crypto et macroéconomie. Nous sommes le vendredi 28 octobre et on démarre tout de suite sans transition avec l'analyse du Bitcoin. Donc je voulais vous montrer quelques points en particulier sur l'analyse technique et ensuite on fera le contrat dérivé et un petit peu de fondamental. Ok. Et ensuite on basculera sur la macro. Euh, sur le côté analyse technique, quand on se met en weekly, on commence à le voir de plus en plus. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu, je vais masquer le tunnel, on en parlera juste après. Hop. Bon, très bien, on a cassé la trendline baissière ici. On est en train de consolider sur le support, parfait. Cependant, ici, on est toujours sur un range, ok, macro range, et on est actuellement plutôt sur une fin de bas de range. Parce que dans ce range, vous savez, il y a toujours un milieu, enfin en tout cas un milieu qui fait la scission entre le haut et le bas. Et dans un marché en range, le marché adore aller un petit peu en haut, un petit peu en bas pour faire un maximum de transactions, liquider un maximum de short, de long, chasser des stops, récupérer de la liquidité, etc. Enfin, en tout cas, le range, c'est l'occasion du marché qu'a le marché justement pour faire des transactions en attendant une vraie prise de décision, soit continuation baissière, soit rallye haussier pour fin d'année. Ok. Donc là, c'est un petit peu le contexte global. On est sur support, potentiellement sur un bottom. On n'est pas encore certain, mais en tout cas, petit à petit, on grappille du terrain pour justement consolider dans ces zones de prix. Donc pour les investisseurs qui n'ont pas encore investi dans la crypto, qui souhaitent investir dans la crypto, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est maintenant. Commencer tout doucement à investir dans les cryptos de votre choix. Et je vous conseille pour commencer Bitcoin et Ethereum. Et ensuite, vous verrez, il y aura des alt season pour s'amuser avec les alts, mais c'est pas encore le moment. Ok. Donc, d'ailleurs, si on regarde en daily le range en cours, hop, voilà. Donc, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez les transactions de volume ici. Voilà, on a bien gratiné sur le bas de range. Il n'est pas impossible de revenir sur le haut de range pour faire un petit peu mumuse entre les 20 et 25 000 dollars. Et pour ça, on va regarder le tunnel Vegas qui va nous indiquer, c'est un indicateur de momentum et que j'utilise beaucoup quand je fais du trading. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que actuellement en daily, on va le voir, je vais masquer le volume. Quoique non, je vais le garder. Je vais le garder et puis on va essayer de faire un truc lisible. Hop. Par rapport au Vegas ici, le Vegas en violet que vous voyez, c'est la moyenne mobile en violet, elle est en H4. C'est une donnée H4, donc en 4 heures. On vient pour, voilà, depuis le 25 octobre, cross bullish vers le haut. Ça signifie quoi? Ça signifie potentiellement, sauf si c'est un fake out comme on l'a vu ici, hein, c'était rejet direct, on pourrait venir s'en servir comme support et aller chercher la prochaine moyenne mobile, en tout cas Vegas, qui est dans ces zones de prix là. Et puis là, c'est la weekly. Donc là, on pourrait justement venir récupérer un peu de force et aller chercher le haut de range. Ok, donc c'est pas déconnant d'aller chercher un peu le haut de range. On est en voilà, on est en phase baissière depuis un petit moment. On est sur le bas de range depuis un petit moment. Donc le marché, je pense, aura tout intérêt à venir dans le haut de range avant de prendre une décision. Ok, donc ça c'est le premier élément. Ensuite, support en cours. Oui, juste ce que je voulais signaler, c'est un truc qui paraît anodin, mais c'est toujours important de le rappeler. C'est qu'actuellement, on est sur la zone de prix qui correspond à l'ancienne ATH de 2017-2018. Vous voyez, on est pile poil au-dessus. Donc, support qui fait effet pile poil sur l'ATH. Ok. Donc, voilà, petite mention que je pense, j'avais oublié peut-être de vous le dire, mais voilà, c'est un élément assez important. Et puis, on va regarder le RSI sur le range. Alors, en weekly, avant de parler du range, trendline baissière ici, on l'a cassé, donc aussi un élément en faveur des acheteurs, donc un premier combat gagné par les acheteurs au niveau du RSI avec la cassure de la trendline baissière. Donc là, si je fais un petit zoom, on va peut-être le voir un peu mieux. Voilà. On avait le momentum sur le RSI qui était baissier. Je vais d'ailleurs la réintégrer. Voilà, comme ça. Ok. Et on a breaké au-dessus. Donc ça, c'est un premier élément bullish pour ce range en weekly.
Par contre, on n'a toujours pas atteint la zone de neutralité, donc on a toujours une force vendeuse prédominante, mais voilà, il commence à perdre du terrain petit à petit. Sur le range, je regarde le RSI. Sur les tendances, je regarde le MACD. Pour l'instant, même si le MACD me montre qu'on est plutôt bullish, c'est pas encore suffisant pour ma part. Ok, on attend encore un petit peu et on aura, je pense, encore un peu plus d'éléments. Si on se met en daily pour le RSI, là, je vais supprimer ça, on va faire un peu de ménage. Hop. Le RSI est plutôt encourageant en daily. On est allé au-dessus de la zone de neutralité, donc on a un momentum acheteur. Par contre, on n'est pas, voilà, ils sont pas excités non plus comme des fous. On n'est pas sur des zones de surachat. Voilà, on est tranquille, tranquille. Ça se combat petit à petit, mais il n'y a pas non plus de folie là-dessus. Ok. Donc période d'accumulation de range. Petit rappel pour les investisseurs, c'est le bon moment de commencer à acheter en DCA. Petit à petit, j'ai fait une vidéo sur le DCA si vous voulez comprendre pourquoi quel est l'intérêt du DCA pour les gens qui ne sont pas forcément aguerris en analyse technique, etc. Et qui ne veulent pas faire de copy trading, qui veulent investir sereinement, c'est bon de regarder côté DCA. Donc voilà pour la première partie d'analyse technique. Sinon, toutes les autres sont toujours valables. C'est pour ça que je ne vais pas revenir là-dessus. On va regarder Ethereum et ensuite on fera les contrats dérivés. Ethereum, c'est légèrement différent. C'est pour ça que je voulais vous le montrer. On est toujours sur un range Ethereum, comme vous voyez ici. Ok, en weekly. Et en plus, à la différence de Bitcoin, qui lui, on a déjà cassé la trendline baissière, ici que vous voyez, là on est tout juste au contact. Donc ça, c'est un élément particulier d'Ethereum. On est pile poil au contact de la trendline. Donc potentiel rejet ou pas, on n'en sait rien pour l'instant. En tout cas, regardez en daily. Voilà. De manière très instinctive, il y a eu déjà un petit rejet au contact de la trendline. Ok. Donc on verra, je pense que, d'ailleurs sur Ethereum, ce qui est intéressant à signaler, je vais juste enlever voilà, le Vegas. Regardez. Hop, on va faire des petits dessins. Si on prend ça et ça, on est pile poil sur un triangle de compression. Ok. Donc la trendline plus le range forment un triangle de compression. Donc ça veut dire résolution à la hausse ou à la baisse à l'issue justement en tout cas voilà, peut-être volatilité à venir ou en tout cas extraction vers le haut et continuation de range pour avoir justement pour échapper à cette pression vendeuse et revenir sur le haut de range, pourquoi pas dans un premier temps. Et là, ça nous permettra aussi de respirer un petit peu côté Ethereum sur, voilà, sur la force exercée par les vendeurs actuellement. Parce que si on regarde le RSI, alors ils sont un peu plus excités, vous voyez, mais c'est pas encore suffisant. On est allé en zone de surachat sur le RSI, hein, vous voyez, par rapport à Bitcoin où c'était pas le cas. On s'est excité un petit peu, mais on a tout de suite rejeté. On est sorti de la zone de surachat, donc c'est encore un petit peu timide. Il faut vraiment d'autant plus de volonté pour aller casser la trendline. Donc ça, il faudra regarder aussi dans les prochains jours comment se passe un petit peu le contact de la trendline ici et aussi la réaction au niveau du support. Hein. Ok, parce qu'après on peut aller à la baisse. Voilà pour la partie Ethereum. Si on regarde le tunnel Vegas, d'ailleurs je vais rajouter le H4. Pourquoi il n'est pas rajouté là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hop. Voilà. Donc le H4, pareil que sur Bitcoin, on a fait une cassure à la hausse en espérant justement qu'on s'en serve comme support à la prochaine au pullback. Ok. Donc là on verra aussi côté tunnel Vegas, vous voyez d'ailleurs ce qui s'est passé, c'est qu'on est venu, on a traversé et pile poil aussi au niveau à la fois sur la trendline et à la fois sur le tunnel en daily, on a eu une résistance ici dans ce point, donc conjonction d'éléments qui permettait de supposer une résistance ici et du coup de faire un petit short pour ceux qui le souhaitaient. Voilà pour Ethereum, j'ai pas grand chose à dire de plus, honnêtement, il y a pas, voilà, c'est pas non plus foufou. On va regarder les contrats dérivés. Côté contrats dérivés, Bitcoin, hop, deux éléments dont je voulais parler. Premier élément,
c'est le petit rectangle ici, le rectangle du 25 au 26 octobre. On a eu augmentation d'open interest, augmentation de position de short ouvert, et ensuite on a eu une liquidation de short. Vous voyez ici en rouge, c'est les liquidations de short. Donc les shorters sont fait pas mal liquider ces derniers jours. Est-ce qu'on va avoir le phénomène inverse parce qu'on voit qu'il y a une reprise de justement d'ouverture de position de longue actuellement. Est-ce qu'on pourrait avoir justement un petit yo-yo avec une liquidation de longue à venir, ce qui ferait baisser le prix mécaniquement. Ça c'est à voir. Le funding toujours aussi neutre, il sert à rien en ce moment le funding. Et puis par contre, voilà, deuxième élément que dont je voulais vous parler, c'est la chute de l'open interest. Depuis le 27 octobre, on voit qu'il y a eu quand même plus d'1 milliard de chute d'open interest. Pas forcément dû à des liquidations du coup, un petit peu de longue, mais pas des masses. Mais par contre, potentiellement dû au marché option qui a clôturé hier. Donc est-ce qu'il y a eu des clôtures au dernier moment par rapport au max pain price, etc., à toutes ces couvertures, tout ce hedging qui est fait sur les options. D'ailleurs, on va faire un petit tour. Il y avait 3 milliards d'intérêts sur la clôture d'hier, donc c'était quand même assez important quand on voit que sur les contrats PERP, on est sur Binance sur 5,8, voilà, on est sur du 6 à 7 milliards. Donc voilà, on parle en milliards sur l'intérêt, donc c'est quand même pas anodin. Et donc du coup, la prochaine clôture intéressante qui risque de justement d'impacter un petit peu le marché, c'est celle de fin d'année, donc du 30 décembre. On regardera petit à petit un petit peu comment évolue le max pain price qui est actuellement sur 22 000 $, comment injecter un maximum de calls et un maximum de puts. Donc là, c'est typiquement du hedging pour ceux qui se mettent sur les options, couverture de marché. On se couvre d'une potentielle hausse ou d'une potentielle baisse, ou alors on profite d'opportunités d'acheter aujourd'hui du Bitcoin à un prix intéressant en prévoyant qu'il augmente dans les semaines et mois à venir. Donc ça c'est pour les optimistes, c'est les calls, ok. Donc pour l'instant open interest sur les marchés options qui est quasiment à 2 milliards. Je pense que ça va encore un petit peu évoluer, on est au tout début de l'ouverture de ce contrat, donc il faudra voir dans les semaines à venir. Donc voilà pour la partie contrat dérivé. On va faire un petit peu d'analyse fondamentale, voir un peu quelques métriques. Première métrique, je voulais parler des stablecoins parce que il y a dans les graphiques quelque chose d'intéressant et d'assez nouveau qui se passe. Vous devez savoir que les deux gros mastodontes côté stablecoin, ce sont Tether USDT ici que vous voyez et USDC, donc c'est Circles, c'est Coinbase. C'est eux qui détiennent la plus grosse capitalisation. Donc on est à 68 milliards pour USDT et 44 milliards quasiment pour USDC. Et qui grappille du terrain petit à petit, n'empêche USDC. Ce que je voulais vous montrer, c'est que regardez, on a eu l'euphorie du bull run, chute due à la capitulation, à la fin de cycle qu'on a connue. Et actuellement, tout doucement, petit à petit, si on zoome un peu, on a une reprise d'émission de tokens ici. On a quasiment augmenté de 3 milliards. On était sur un point bas à 65,8 et on est actuellement à 68,8. Donc on a 3 milliards qui ont été imprimés en stablecoin, tout doucement, tranquillement. Donc est-ce que c'est une reprise d'intérêt des institutionnels, des gros portefeuilles pour venir accumuler justement dans cette phase d'accumulation de range qui est un moment opportun pour acheter du Bitcoin? Voilà, petite corrélation entre ces deux zones-là. Et par contre, un peu plus timide côté USDC, où on fait face, on va dire, pour l'instant en tout cas, à un arrêt de la dynamique baissière. Et on est plutôt sur une espèce de range. On a arrêté d'imprimer, mais on a arrêté de capituler aussi. Donc on est plutôt stable sur l'USDC. Et je pense que quand on reverra aussi USDC remonter, reprendre de la valeur, et Tether également, on sera aussi sur des signaux achat, 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 ok. Donc on regardera ça de temps en temps, c'est des bons métriques à regarder. Ensuite, côté fondamental, analyse Glassnode, premier graphique qui met en lumière la sortie des bitcoins des exchanges. C'est-à-dire que quand on met des bitcoins sur des exchanges, souvent c'est pour les vendre, ok, transférer, etc. Donc quand on les sort des exchanges, c'est que en général, on souhaite les garder. Donc là, c'est plutôt une zone où on se dit on va les garder. Donc ça permet, si vous voulez,
d'arrêter d'avoir une pression vendeuse sur le marché spot, qui fait que quand on décide de vendre du Bitcoin, on a une pression vendeuse inéluctablement. Et actuellement, on arrêterait d'avoir cette pression vendeuse qu'on a connue ici sur la période de septembre à octobre 2022. Okay, donc élément aussi plutôt positif côté mouvement sur le spot par rapport au déplacement des bitcoins sur les exchanges. Ensuite, on va parler un petit peu des mineurs avec les revenus. On est actuellement ici, on le voit sur le graphique en bleu, sur un point bas sur le revenu des mineurs. Ils n'ont jamais autant galéré pour trouver de la thune en minant. Donc on est sur le bottom qui correspond à 2020, hein, c'est-à-dire toute la période Covid, etc. Et actuellement, voilà, on est sur des points bas. Donc, est-ce que certains mineurs vont commencer à capituler, à arrêter leur machine? Est-ce qu'ils vont aller dans des endroits un peu plus intéressants côté revente du mégawattheure? Voilà, c'est des éléments qui vont peut-être faire un petit peu stresser le marché du minage, et du coup, ça a aussi des impacts parce que on pourrait être dans dans un scénario où les mineurs décident de vendre quasiment à perte ou à perte leur Bitcoin, et ça ferait par contre pour le coup une pression vendeuse. Ok. Donc là, ça pourrait littéralement casser le range en cours. On pourrait avoir une capitulation qui serait marquée par de grosses bougies rouges à cause des mineurs. Donc vigilance sur le revenu des mineurs. Il ne faut pas que ça reste non plus trop longtemps dans des schémas comme ce qu'on voit actuellement pour les mineurs. Et puis, pareil, graphique côté minage, on a le hash rate en orange du Bitcoin et en bleu de l'Ethereum. Et là, c'est de la corrélation, je dis pas forcément relation de cause à effet, mais en tout cas une belle corrélation entre le merge qui a eu lieu d'Ethereum, qui a fait basculer la technologie en proof of stake. Donc beaucoup ont capitulé sur le minage d'Ethereum. On voit la chute du hash rate du coup sur la période de septembre. Et par contre, vous voyez, en même temps, on a eu une augmentation du hash rate des bitcoins. Alors, est-ce qu'il y a eu des transferts de techno? Est-ce que les mineurs se sont mis à miner du bitcoin? Ça, c'est un petit peu la question. Mais on voit l'influence, justement, potentielle d'Ethereum sur bitcoin en termes de minage et de hash rate. Et puis, pour terminer, une courbe un petit peu optimiste et pour les investisseurs. On est sur une courbe logarithmique avec des trendlines, donc des phases de vente en rouge, des zones de top, on va dire, de top de marché, et puis des zones d'achat en vert, des zones d'accumulation, des points bas. Et on se retrouve actuellement sur un point bas, littéralement historiquement, sur le milieu du point bas. On n'est pas tout à fait sur la dernière trendline qu'on aurait connue ici en 2015. Sur le Covid, on l'a quasiment touché. Mais voilà, actuellement, c'est quand même considéré comme une bonne zone statistique d'achat long terme pour les investisseurs. Voilà, sur ce graphique de Glassnode. Dernier élément que je voulais vous montrer, qui fait un petit peu la passerelle entre la crypto et la macroéconomie. Je voulais vous parler de la corrélation, en tout cas des mouvements qui se passent entre le dollar index et le Bitcoin. Et pour ça, rien de mieux que de comparer. Et on va regarder ça, dollar index. Vous allez voir, c'est assez intéressant. On va enlever les indicateurs, ils ne servent pas à grand chose. Et on va se mettre comme ça. Donc là, on est en daily. Ce qui est intéressant, jusqu'à l'historique du Bitcoin, évidemment, parce qu'on n'a pas non plus tout l'historique. On va se mettre en weekly. Hop là. Ok. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que schématiquement et de manière très très macro, quand le Bitcoin a un bull run, vous voyez en même temps, on a l'antagoniste, le dollar index qui chute littéralement. Quand on a la fin de cycle du Bitcoin, on a la reprise du dollar index. Ok. Quand on a pression baissière du Bitcoin, pression haussière du dollar index. Et récemment même, alors je vais essayer de garder la même proportion, voilà, comme ça. Et quand on a le dollar index qui chute, regardez ce qui se passe, on a effectivement le Bitcoin qui remonte. Alors, actuellement, on peut voir
Malgré le cafouillage ici, on voit que c'était un petit peu compliqué pour le marché de distribuer. On a un point bas ici du dollar index avec un point haut quand même qui correspond au Bitcoin. Et regardez le dollar index qui fait sa parabole en ce moment, ça correspond à la chute du Bitcoin. Donc maintenant ce qu'il faut regarder, et comme on le fait voilà, sur quasiment toutes les vidéos, c'est regarder quand est-ce que le dollar index va s'arrêter de monter et va commencer à chuter. Ça permettra justement de redonner du cash, de distribuer du cash sur le risque on, dont font partie les crypto-monnaies. Et on regardera d'ailleurs que sur le S&P, il pourrait y avoir des mouvements haussiers. Donc, ouais, j'avais commencé à gribouiller. Alors, ça, on va l'enlever. Ce que je veux vous montrer, c'est très simple. Premier élément intéressant, c'est que pour la première fois, on a une succession de bougies rouges sur le dollar index avec une baisse de force au niveau des acheteurs. Et puis voilà, on a des bougies dégueulasses là qui commencent à se créer en weekly, donc ça c'est un premier élément intéressant. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'en daily, on a même une figure de marché qui se dessine actuellement. On a un joli M, figure de top de marché. Ok, et on voit qu'on essaie de faire des pullbacks, revenir, etc. Donc si le support ici ne tient pas, on pourrait revoir des prix plus bas. Donc ça commencerait à instaurer une tendance baissière sur le dollar index. Et à ce moment-là, si vous voulez, sur deux échéances, on va dire premièrement sur le court terme, au moins réussir à valider ce M pour avoir une première correction. Et puis ensuite, pour vraiment être satisfait, et je pense que cela va mettre du temps pour justement pour se matérialiser, c'est d'avoir un M en weekly. Et pour l'instant, on n'a pas de 1 en weekly. Il faudrait voir ça se dessiner pour vraiment avoir une fin de tendance baissière. Fin de tendance haussière, pardon. Voilà. Ça ferait une espèce de range pendant quelques temps. Et puis on aurait justement une dynamique qui s'instaurerait petit à petit courant 2023. Ok. Donc, pour l'instant, premier élément encourageant, c'est que, et d'ailleurs si on regarde le momentum, mais toujours, voilà, on commence à faire une divergence, elle n'est pas encore validée. Il faudrait que, si vous voulez, le RSI, on puisse plonger sous le support pour avoir une validation au niveau de la divergence. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, on voit que les acheteurs perdent de la force sur ce mouvement parabolique. Et c'est normal, de toute façon, ils sont bien obligés de s'arrêter à un moment donné. Et voilà, donc c'est assez encourageant. Quand on se met en daily, on voit voilà, que la trendline commence à devenir plutôt baissière. Vous voyez. Donc ça, c'est intéressant. Moi, ce que je veux voir, c'est vraiment une perte de force au niveau des acheteurs. Et avoir voilà, des vendeurs bien présents, comme on le voit sur la MACD. Pour l'instant, c'est plutôt encourageant. Ok. Un élément aussi qu'il faudra regarder pour s'assurer que voilà, on ait une respiration, au moins pour un rallye d'hiver sur les cryptos, ce serait que, voilà, là j'ai mis le Fibonacci, ce qu'on revienne sur les 23,6 et pourquoi pas qu'on revienne sur les 38,2. Ok. Donc j'aimerais voir ça sur le dollar index. Cela pourrait permettre d'avoir, donc là, moi ce que j'aimerais, c'est avoir ça. Un rallye avec une distribution ici. Et ensuite, on reteste à la fois encore le support actuel en attendant le prochain cycle. Mais il n'est pas impossible que si le dollar index perd de sa force, se retrouve sur voilà, des niveaux de Fibonacci où ça commence à sentir un petit peu mauvais pour lui, on se retrouve avec un rallye d'hiver. Ou en tout cas de printemps, pourquoi pas. Tout dépend l'échelle de temps et ça personne n'est capable de le dire. Mais en tout cas on voit un premier signal de faiblesse sur le dollar index et ça c'est hyper important. On continue côté macroéconomie avec l'évolution des taux d'intérêt des banques centrales. Donc pour la Fed, toujours dans cette tendance haussière des taux directeurs. Et sur la Banque Centrale Européenne, c'est pareil. On est toujours sur voilà, un graphique qui tend. On a passé les 2 points sur la BCE. Donc toujours la volonté de contrer l'inflation avec cette augmentation, même si cela peut mener à une récession. Encore une fois, on n'est pas juge, on laisse faire. Côté indice de l'inflation, sur les États-Unis, on a un petit plus bas à nouveau. On est à 8,2, on était à 8,3
Donc voilà, on a tendance à essayer de maîtriser. On pourrait avoir voilà, un signal justement de maîtrise de l'inflation, en tout cas un arrêt de l'augmentation de cette inflation-là. Donc premier élément encourageant pour dire à la Fed d'arrêter de fermer le robinet des liquidités. Et puis pour la zone euro, par contre, c'est un peu moins sympa. On a augmenté, on était à 9,1, on est à 9,9 sur la zone euro. Donc voilà, ça traduit un petit peu le retard qui a été pris sur les prises de décision. Et puis bah, voilà, c'est une politique qui est légèrement différée. Donc voilà pour la partie des évolutions des taux les plus importants. Je vais m'arrêter pour cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu. Laissez-moi en commentaire une analyse que vous souhaitez que je fasse, en particulier sur de la crypto, un actif. Je pense que la semaine prochaine, on se concentrera, on regardera un petit peu ce que font les GAFAM, voir si c'est un petit peu le moment d'acheter ou pas. Est-ce qu'on peut se positionner, quelle est la tête de leur graphique, etc. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre point marché. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.